Merci, monsieur le conseiller exécutif en charge de l'infrastructure, monsieur Daniel Marissette. Merci. Alors, je remercie tous ceux qui m'ont dit hommage, je ne demandais pas à temps. Mais moi, je veux à mon tour remercier Diane Montrose. Parce que c'est dimanche 26, il était 11h. Est-ce qu'elle m'a envoyé un SMS me disant que de ses amis qui sont passés là le samedi précédent, donc le samedi 25, disaient qu'il n'y avait aucune fissure. Mais quand elle repasse dans la matinée du dimanche 26, il y a des fissures. Immédiatement dès l'après-midi, je suis allé sur place. L'information avait été donnée aussi à l'un de nos collaborateurs, M. Coblan, qui aussi, d'après le compte-rendu qu'on a fait, il est allé également sur place. Nous avons alerté nos équipes d'Astret. Et je veux publiquement rendre hommage à tous les techniciens d'Astret. C'est quoi l'Astret? Ça veut dire que pendant les heures de fermeture de nos bureaux, il y a des collaborateurs qui restent sur le qui-vive pour que dès qu'il y a un problème sur les réseaux routiers, ils se tiennent prêts à réagir et à intervenir. Donc, dès dimanche soir, nous avions des collaborateurs placés sous la direction de M. Marc Mongis, là, qui s'est caché derrière, qui est le DGA Infrastructure et Équipement, qui étaient déjà sur le terrain. Ce qui fait que dès le lundi matin 27, j'avais un compte-rendu, comme j'ai eu par la suite des comptes-rendus journaliers de l'évolution. Soit des comptes-rendus écrits, mais nous utilisons beaucoup le net, donc par mail, par WhatsApp, des photos, et nous tenons au courant. Mais aussi par des visites quotidiennes. Et nous avons vu là, assez rapidement, que nous avions devant nous un phénomène d'ampleur. Les collaborateurs, puisque nous avons la chance d'avoir les équipes d'ingénieurs géotechniciens, M. Schwitt, m'a dit très rapidement, il s'agit d'un grand glissement. J'ai beaucoup appris avec lui, parce que ce n'est pas ma spécialité. Nous avons là un grand glissement. Et comme il vous l'a expliqué, lorsqu'on a ce phénomène, qui est assez habituel en Martinique, il y a des précédents. Il y a un qui était d'ampleur, où le Conseil général avait la responsabilité, c'est sur la RD1, entre la croisée de Deux Choux et Font-Saint-Denis. Rappelez-vous, Font-Saint-Denis est resté isolé pendant longtemps. Il fallait passer par Saint-Pierre pour aller à Font-Saint-Denis. Nous avons eu ce qui s'est passé au François, un glissement où, malheureusement, il y avait sur le glissement des maisons implantées. Nous avons eu plus récemment le glissement de Montcalbas, d'ampleur. Là aussi, ça a fait des dégâts parce qu'il y avait des maisons en contrebas. Nous traitons un petit glissement actuellement dans les hauteurs du Lorrain, quartier Moreau, hauteur de Macédoine. Évidemment, au-dessus du glissement, il y a des maisons. Mais heureusement, ces maisons sont hors de la zone du départ du glissement. Nous sommes en train de le traiter là. Nous en avons d'autres. Nous en avons un autre au quartier Pérou, sur la RN8, c'est ça? Et la RD32, c'est-à-dire entre Rivière-Pilote et le Marin. Un grand glissement là aussi. Donc, autrement dit, nos techniciens ont l'habitude de ça. Première chose que j'ai appris avec eux, il faut déterminer la cause, l'ampleur. Et tant que ça bouge, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas le conforter. Ça, c'est la première leçon qui est prise. Il faut être modeste devant cette situation. Je dis ça pour tous ceux qui trouvent que nous n'allons pas assez vite. Nous avons donc, je vous ai dit, depuis le 26, mobilisé des équipes qui sont mobilisées jour et nuit jusqu'à aujourd'hui. En plus de nos équipes, dont les cadres sont présents là, toute l'équipe qui est là, nous avons mobilisé des entreprises, 2 entreprises. Vous avez vu sur les photos quelques salariés de ces entreprises. Un bureau d'études pour nous assister, pour diagnostiquer, pour faire le diagnostic, pour voir l'ampleur. Nous commençons à voir l'ampleur. Nous avons fait des recherches sur l'histoire de la zone. Et nous continuons à faire des recherches sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant, le passé. Nous avons reçu dimanche dernier communication d'un rapport rédigé par le BRGM à la demande de la DDE
Parce que dans les mêmes lieux, et ça a été rappelé le bref historique, dans les mêmes lieux, il y a eu le 7 mars 1992, il y a plus de 26 ans, un glissement sur le même talus, sur la même RN9. Le rapport qui identifiait les causes n'a été édité et été publié qu'en décembre 1992. Donc la DDE qui assurait la maîtrise d'ouvrage à l'époque, en 1992, les routes n'étaient pas encore transférées dans le patrimoine du conseil régional. Le conseil régional de l'époque assurait la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'État. Mais nous avions un maître d'œuvre imposé qui était la DDE, donc c'est lui qui faisait l'investigation. C'était la région. Il n'y avait pas de confusion entre le département et la région. Vous savez que le département a eu les routes départementales bien plus tôt que la région n'a eu les routes régionales, ce qui fait que le département avait un service technique, la DDST, à l'époque, bien plus costaud. Évidemment, depuis la fusion, nous avons additionné nos forces et nous avons actuellement un service technique à la CTM qui a récupéré un petit peu toutes les forces vives de l'ancienne DDST, qui est venu s'ajouter aux ingénieurs dont nous disposions déjà à la région. Donc, à l'époque, je disais, c'était la DDE qui avait demandé. Les conclusions du rapport, alors j'ai vu que certains me reprochent de l'avoir rendu public, mais je fais ça non pas pour faire des cancans, mais pour donner le maximum d'informations. Je signe tous les documents que je publie. Il y en a qui utilisent des pseudos, moi je signe tous les documents. J'essaie de donner de l'information la plus neutre possible. C'est vrai, il m'arrive d'émettre des hypothèses, et je dis à chaque fois, ce sont des hypothèses. Bien. Et nous sommes rendus compte dans les conclusions de décembre 1992 que ce talus bougeait. La cause qui avait été indiquée, c'est le terrassement réalisé lors de la construction de la ZAC de Rivière-Roche. Et je cite le rapport de mémoire, mais c'est sous contrôle des collaborateurs, disant que le terrassement avait été fait sans prendre toutes les mesures de sécurité qu'imposent les règles de l'art. C'était fait un peu à la va-vite. Ça avait déstabilisé le talus. Il y a eu des préconisations qui avaient été faites, à la fois de mettre des murs en gabion, des parois en gabion au pied. Et ça avait arrêté. Ils n'avaient pas, à l'époque, détecté de présence d'eau. Alors c'est vrai, nous avons trouvé des drains qui ont été posés à l'époque, mais pas très profonds, donc il n'y avait pas beaucoup d'eau. Il y avait quelques sointements d'eau que nous avons vus le 27 août. On a rapidement analysé ces eaux, mais ce sont des eaux qui sont en dehors du périmètre du glissement, mais déjà le chlore apparaissait, parce que vous avez vu, il y a un petit flacon qui a été montré sur une diaporama, qui indique, on vous a montré l'eau avant qu'on ait mis le réactif, l'eau est claire, après le réactif, il devient rose, et les techniciens nous indiquent que quand il y a une réaction qui fait que l'eau devient rose, ça veut dire qu'il y a une présence de chlore. Le chlore n'existant pas dans l'eau de puits, n'existant pas dans l'eau de source, dans l'eau naturelle, donc il a bien fallu qu'il y ait une adjonction de chlore. Tout le monde connaît le chlore que l'on met dans les piscines, ceux qui ont des piscines, mais également le chlore est utilisé pour rendre l'eau potable, pour éliminer quelques germes. Donc, nos collaborateurs nous ont dit s'il y a du chlore, c'est un indicateur qu'il s'agit de l'eau traitée, donc de l'eau potable. Donc immédiatement, nous avons cherché à savoir quelles étaient les canalisations qui passaient dans la zone. Donc nous n'avons cessé de réclamer le plan des réseaux. Vous savez, c'est très difficile en Martinique d'avoir les plans des réseaux. À chaque fois que nous avons des travaux routiers, nous demandons les plans des réseaux. Certains ont gardé leurs archives, d'autres, on nous dit que les différents cyclones d'eau routière en particulier qui avaient noyé Fort-de-France avaient emporté beaucoup d'archives. Bref, mais en tout cas, nous avions connaissance de ce terme de canalisation. Et puis on se doute bien qu'avec tous ces immeubles qui sont construits autour, il faut bien les alimenter en eau potable. Donc l'hypothèse d'eau potable a été émise. L'hypothèse. Et les journalistes qui venaient nous interroger, nous donnions l'information que c'est du chlore.
Et que notre hypothèse, c'est celui qui assure la distribution des eaux qui pourrait nous répondre. C'est pour cela que nous avons donné des instructions à nos techniciens pour qu'ils puissent entrer en contact avec ceux de la régie Odyssey. J'ai personnellement pris contact avec le président de Odyssey pour lui donner l'information. Je le connais bien, je suis moi-même administrateur Odyssey en tant que conseiller communautaire de la CACEM. Je lui ai dit, bon, il faudrait que les techniciens puissent, d'Odyssey, eux-mêmes, puisqu'ils ont leurs moyens d'analyse, vérifient. Donc, nous nous sommes mis ensemble pour faire des recherches. C'est long. Comment trouver une fuite quand les canalisations sont souterraines? Alors, ils ont des appareils. Donc, les appareils ont montré qu'il y avait des fuites. Ensuite, il faut arriver à la localiser. Donc, les recherches sont longues. Surtout quand, au départ, il y a une dénégation. On dit, mais non, 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 c'est pas ça. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Bon, parce qu'évidemment, c'est lourd de conséquences de savoir quelle est la cause. Donc, voilà comment nous avons vécu cela. Par la suite, ça s'est confirmé, puisque, comme M. Schwitt nous a expliqué, plusieurs fourrages ont eu lieu et on détecte de l'eau à des profondeurs variables, mais partout, on détecte de l'eau. Donc c'est là que l'idée, nous ont proposé de dire, on va poser des drains en dessous, hein, en horizontal dans le talus. Et puis vous avez vu la photo impressionnante. L'eau qui gigle, qui jaillit. Elle est d'abord turpide, elle est un petit peu trouble, puis après elle devient très claire. On analyse, il y a du chlore. On mesure 400 litres par heure, plus de 9 mètres cubes par jour. C'est considérable. C'est considérable. Et on nous explique, l'eau qui circule sous la terre met la terre en mouvement. Et voilà une cause possible. Voilà comment le cheminement se fait. Pourquoi nous cherchons la cause? C'est pour pouvoir traiter le mal. Nous souhaitons que le talus arrête de glisser. Et vous avez vu, il continue à glisser. Donc on pense qu'en enlevant tout l'eau, la terre va se solidifier et ça va tenir. Et puis après, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors c'est vrai. Nous avons conjointement, après un entretien avec le maire de Fort-de-France, et je dois avouer, je parle sous son contrôle, nous avons très rapidement convenu d'aller ensemble sur place le samedi. Nous avons passé presque toute la journée du samedi. Puisque pourquoi? Nous avons pensé que c'était important. La route est nationale, mais elle se trouve dans l'agglomération foyalaise. Nous connaissons bien la répartition des compétences entre les institutions. Au-delà des divergences politiques, chacun de nous avons nos responsabilités. Nous sommes responsables de la route, de la chaussée, le maire de la police de la circulation. Donc, nous avons échangé nos informations et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut privilégier les vies humaines. Il faut privilégier la sécurité au-delà de tout. Je m'excuse auprès des entreprises qui sont là, mais quelle que soit la taille de l'entreprise, elle ne vaut pas une vie humaine. Donc, nous avons convenu que ça devenait dangereux à partir du 31 août de laisser les camions, surtout les porte-conteneurs. Imaginez-vous que nous voyons toute cette noria de camions sortant du port. Nous sommes debout sur le glissement. Quand les camions passent, le glissement est en train de faire comme un matelas. Et ça descend. Donc ça nous a paru très dangereux. Donc nous avons convenu et on vous a montré un arrêté co-signé. Ce n'est pas souvent qu'on co-signe des arrêtés. Un arrêté co-signé pour dire nous interdisons cette section sud de la RN9. Immédiatement, que faire? Parce que si vous interdisez, il faut conseiller un itinéraire. Deuxième problème que nous rencontrons, Yann Monplaisir, le vice-président, l'a plus ou moins laissé entendre, c'est qu'il y a la tentation pour beaucoup d'automobilistes qui n'ont rien à faire dans la zone de Gros de la Jambette et la ZAC de Rivière-Roche, d'utiliser cet itinéraire pour rejoindre l'autoroute par le carrefour, la Californie, les chantiers de Californie. Quelle est la difficulté que nous avons? C'est que nous, on est examiné, je le sais depuis longtemps,
Cette route ne fait pas partie du domaine public routier. C'est une route privée. Il y a une partie qui est le domaine privé de la commune, c'est la route qui va jusqu'à la décharge. On la connaît bien professionnellement, j'ai eu à y travailler il y a très longtemps de cela. Et l'autre partie, c'est fait par ceux qui ont fait l'aménagement. Elle est privée. Donc c'est pour cela que dans l'arrêté de déviation, et c'est indiqué dans tous les plans, nous avons recommandé plutôt que les gens redescendent vers la route du port et utilisent l'une des sorties, les anciennes sorties du port, au lieu de s'engouffrer dans la zone de Gaulle de la Jambette. Donc nous n'avons jamais conseillé d'utiliser la zone de la Jambette. Nous n'avons pas la police, pas le maire non plus, la police de la circulation sur la route de la Jambette. Elle n'est pas une route communale, elle n'est pas une route départementale, et elle n'est pas non plus une route nationale. Donc voilà les données que nous avions. Bien. Mais nous ne sommes pas restés insensibles à tous les embarras, puisque nous sommes allés d'ailleurs tous les deux dans sa propre voiture de service, expérimenter et traverser. Nous avons pris 2 heures pour traverser Dillon à partir du rond-point de Dohoti. Donc les embarras, nous les avons vécus nous-mêmes. Après, je suis revenu, j'ai fait par l'itinéraire conseillé, nous avons vu que c'était un peu plus court. Entre Dohoti et sortir par l'entrée du port près de la douane, là, une demi-heure. Donc, autrement dit, ça fait 4 fois moins que traverser par Dillon. Mais il y a quand même des gens qui continuent à traverser par Dillon ou par Rivière-Roche. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Nous continuons à chercher les causes. Maintenant, effectivement, nous avions délégué des collaborateurs pour participer à la réunion avec les commerçants et immédiatement, au sorti de la réunion, un rapport nous a été fait. Et nous avons senti la demande des commerçants. Donc j'en ai rendu compte au président et il a donné son accord pour que nous tentions une voie de déviation légèrement au nord du glissement. Les études faites nous ont montré que nous ne pouvons pas nous permettre d'y envoyer des poids lourds. Donc l'accord que nous avons donné, c'est pour faire une voie, ça a été montré dans le schéma, mais limité aux véhicules de moins de 3,5 tonnes. Les ambulances qui doivent aller à la Ménard, les services de sécurité, parce qu'il se trouve que la caserne des pompiers de Fort-de-France se trouve à l'étang d'Abricot. Donc tous les VSAB, c'est-à-dire les véhicules de soutien aux victimes et aux blessés, sont garés à l'étang d'Abricot. Ils ont besoin de sortir, aller chercher des gens, les emmener rapidement à la Ménard. Donc nous avions une impérieuse nécessité de trouver l'itinéraire. Donc, après qu'on nous ait donné des plans, et que j'ai apprécié, d'après moi, qu'il y avait toute la sécurité, nous avons validé le projet. Et le projet a immédiatement commencé. Il y a une entreprise à qui nous avons passé un marché, parce qu'on veut savoir à quoi servir l'argent. Eh bien, d'abord les entreprises qui nous aident à faire les diagnostics, le bureau d'études qui nous aide, mais également l'entreprise qui est en train de réaliser la voie de déviation. Mais également, il y a une autre entreprise à qui nous venons cet après-midi encore de site pour laquelle nous signons un bon, parce que nous connaissons nos Martiniquais. Nous savons, même si nous mettons un panneau interdit aux poids lourds, ils vont y aller quand même. Puisque, par exemple, sur la route de la Trace, c'est interdit aux poids lourds sur le glissement de la Médaille, ils y vont quand même. Eh bien, nous sommes en train de faire fabriquer des portiques, c'était indiqué dans le plan, un portique sur lequel pourront passer que des véhicules d'une certaine taille. Au-delà d'une certaine taille, ils vont orienter le portique. S'ils veulent vraiment y aller, ils vont entrer dans le portique. Bien. Donc, une interdiction physique d'y passer. Donc, nous espérons que nous allons convaincre les poids lourds de faire l'itinéraire qu'ils utilisaient avant que l'on crée la RN9. La RN9 n'a pas toujours existé. Quand on sortait du port soit par la voie Victor Lamont, soit par la pénétrante Est qui arrive vers l'immeuble La Transat, comme on disait avant. Donc voilà un petit peu les dispositions que nous avons prises. J'espère, sauf intempérie, qu'à la fin de la semaine prochaine, nous allons ouvrir la déviation, je regarde mes collaborateurs, et qu'on pourra permettre au VL de passer. Bien. Lorsque on aura stabilisé le talus, des propositions vont nous être faites, mais aussi une estimation du coût pour voir quel type de confortement on met.
Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce qui a été bien au bas de Trenel pour obtenir le glissement de Trenel? Avec des tyrans, comme ils l'ont dit, nous connaissons les prix, parce que nous avons dans nos archives le coût de tous ces anciens chantiers. Bien, je ne vais pas oser donner un prix, bien que certains parmi eux m'ont soufflé des prix, je ne vais pas donner le prix, mais ça va coûter très cher. Et c'est là que je me retourne, comme tous les conseillers exécutifs, vers le président, puisque c'est lui qui arbitre les questions budgétaires. Le problème va se poser. Je ne vais pas m'engager. Bien, je ne vais pas m'engager dans ce domaine-là. Je connais les limites de mon domaine de compétence, c'est de valider les solutions techniques, demander aux collaborateurs d'estimer et de présenter la note au président, vous dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà la situation. Mais je dois vous dire sincèrement, par expérience, lorsqu'il y a un accident de ce type, un sinistre, une catastrophe, soit la cause est naturelle, et ça s'appelle une catastrophe naturelle. Il ne semble pas que ce soit ça. Donc la cause ne serait pas naturelle. Donc il faut chercher la cause. Tout phénomène physique a une cause. Donc pendant le diagnostic, nous avons en parallèle engagé des recherches de causes, comme ça avait été fait en 1992 par le BRGM. Et nous sommes prêts à appeler toutes sortes d'experts pour nous aider à détecter la cause. Pourquoi, quand nous avons détecté la cause? La cause veut dire qu'il y a un responsable. Alors, s'il y a un responsable, est-ce que c'est les contribuables qui doivent payer à la place du responsable? Tout responsable doit être couvert par une assurance. Donc, il faut déterminer la cause. Donc, nous émettons des hypothèses. Je n'ai encore pointé le doigt vers personne. On détermine et nous avons fait une proposition au président, mais déjà nous avons mobilisé les services juridiques, parce que nous avons, heureusement, au sein de l'Assemblée, je vois la responsable là, nous avons Mme Charlec, je crois qu'elle est arrivée. C'est bien ça, mais je ne suis pas trompé sur le nom. J'ai toujours des problèmes pour retenir les noms. Donc nous mobilisons, nous faisons des constats d'huissier sur tout ce que nous voyons. Donc nous avons des experts assermentés et nous mettons dans le journal de bord, le compte-rendu, tout ce que nous constatons. Et ensuite, c'est certifié par les huissiers. Et évidemment, vous savez, la phase d'après, c'est comme ça se passe, quand il y a un sinistre. On fait des mises en cause, la justice fait des expertises, ça prend des années et des années, mais à la fin des fins, on sait c'est qui. Donc, j'ai pensé que c'était dans les responsabilités que m'a donné le président, ça faisait aussi partie de mon domaine de compétences, de chercher les solutions techniques, mais également de ménager l'intérêt de la collectivité en accumulant les éléments. Et c'est la justice qui tranchera, en espérant que le responsable aussi sera trouvé, il est couvert par une assurance. Voilà, j'ai dit ce que je pensais pouvoir dire sur cette question-là. Mais en tout cas, sur le montant qui a été annoncé dans le... Alors c'est vrai, plusieurs montants, nous avons déjà communiqué sur plusieurs montants. Le montant, ce sont les frais engagés. Le président avait communiqué, lorsqu'il a fait la visite, il y avait des journalistes là, sur 400 000 € étaient engagés. Ça incluait la voie de déviation qui coûte globalement 200 000 €. Depuis, il y a eu d'autres investigations faites, c'est pourquoi on a rendu public les 500 000 € et on vous a donné le contenu. Vous avez un slide, diapositive, qui donnait le sous-détail, le chiffre global. Mais ça ne va pas coûter que ça, puisque lorsqu'on va passer à la solution de confortement, ça sera plutôt des millions. Mais dans ces chiffres, il faut savoir, et le directeur général adjoint me le disait, on n'a même pas valorisé la mobilisation jour et nuit des techniciens qui sont là, qui sont les cadres, mais également de tous leurs collaborateurs de terrain qui sont avec eux. Lorsque nous allons valoriser tout ça, on va voir que la catastrophe aura coûté bien plus cher que ça à la CTM. Donc voilà les éléments, Président, que je voulais apporter. J'espère n'avoir pas été trop long. Merci.